Bonsoir Valériane, bienvenue dans le débat X, intelligence au pluriel, de ce soir. Donc nous allons, il est 20h06, écoute, nous allons démarrer le débat de ce soir. Donc les autres viendront au fil de notre débat et de toute façon, c'est mignon, de toute façon, c'est enregistré. Donc je suis avec mes amis. Attendez, je présente un peu pour elle. Je suis avec mes amis Stéphane, Constantin et Danfil, et donc nous allons débattre ce soir encore dans notre cycle de débat. Nous allons débattre d'intelligence artificielle et d'images générées par l'intelligence artificielle, voire plus. Enfin, on te laisse. Nous allons démarrer le débat. Tu as peut-être envie de te dire un mot, non? Non, je la connais. D'accord. Tu me dis quand je lance, c'est toi qui décides. On peut enregistrer. Donc bonsoir à tous, je salue, nous sommes sur X, le réseau X, dans le cadre d'un espace audio. Donc je salue nos auditeurs de X, et donc nous allons démarrer notre soirée débat de ce soir. Et donc nous avons débuté un cycle de débat intitulé Débat X, intelligence au pluriel. Donc c'est un cycle de débat portant sur l'intelligence artificielle. Et nous? Donc face à nous, en nous, contre nous et avec nous, qui sommes des représentants de l'intelligence artificielle. Non, naturelle. Naturelle, pardon. C'est la deuxième fois. Oui, alors, donc autour de la thématique suivante aujourd'hui, intelligence artificielle et intelligence artificielle générative, créant photographie et hologramme, se mouvant en 3 dimensions, enrichis de paroles, chants, discussions, nous présentant des personnalités décédées. Serait-ce perturbant, dangereux, créateur de nouvelles formes de sensations, émotions et réflexions en nous? Cela intégrerait-il le passé disparu à notre présent vivant? Cela modifierait-il notre compréhension de notre place dans l'histoire? Et changerait-il notre rapport à l'humanité, de gens ayant vécu leur vie différemment de la nôtre? Voilà pour la thématique de ce soir. Donc c'est une énorme thématique. Donc sur ce que pourrait être l'intelligence artificielle, par exemple, on en parlait tout à l'heure avant le débat, la possibilité d'aller à un concert de Johnny avec une intelligence artificielle. Donc ce sera un nouveau concert de Johnny avec des nouvelles chansons de Johnny. Il serait généré par l'intelligence artificielle. Nous, on serait au concert, on va l'appeler d'hologramme de Johnny, comme si Johnny Hallyday était encore parmi nous. Voilà, ça ouvre vraiment de gros champs de réflexion. Alors justement, avant d'arriver à un chanteur français qui était célèbre et qui est décédé il y a quelques années, qui s'appelait Johnny Hallyday, et ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, oui, en effet, se retrouver devant quelqu'un qui est mort... pour planter le décor. J'entends bien, mais je pense que pour planter le décor, ce serait bien peut-être de revenir un petit peu sur avant, parce que le débat précédent, on était sur la reconnaissance faciale, et ça permettrait une transition très très puissante, je pense, sur ce qui va nous arriver, ce qui va être devant nous, et qui va être, ce que tu viens de dire, extrêmement choquant, parce que la reconnaissance faciale, déjà, c'est intriguant. J'avais évoqué les 3 évadés d'Alcatraz, de la prison de Californie. J'avais évoqué que, on sait qu'en Californie, l'après-midi, c'est 30 degrés, mais voire un peu plus. Quand c'est le soir, c'est 15 degrés de moins, c'est 15 degrés. Mais par contre, dans l'eau, c'est encore 15 degrés en dessous. Et 15 degrés en dessous, ça se traduit par 0 degré. 3 hommes qui vont plonger d'une prison, qui vont nager, comme tu l'avais remarqué, d'ailleurs, il y a les requins et autres. Et ces 3 hommes-là, on en retrouve 2 sur une photo au Brésil quelques quinzaine ou vingtaine d'années plus tard. Et là, tout le monde se dit, oui, mais ça leur ressemble beaucoup, mais on n'est pas sûr. Et récemment, on demande à l'intelligence artificielle,
On est donc dans les années 2010, on arrive dans les années 2020, et là, la consécration, l'intelligence artificielle dit oui, c'est vraiment eux. Parce que s'ils ont vieilli, ils ont vieilli comme ci, comme ça. Donc leur visage serait maintenant comme ça, comme ceci. C'est vraiment, on sait, grâce à l'intelligence artificielle qui a, tu parlais tout à l'heure, Constantin, de données, tellement de données d'images, qu'elle peut savoir exactement comment nous allons être. Alors la question c'est comment est-on certain que l'intelligence artificielle ne se trompe pas? Alors, il est vrai que si tu passes demain par une super chirurgie esthétique qui te met la bouche en haut et les yeux en bas, elle n'aura pas pensé à tout cela, l'intelligence artificielle. Si tu as un grave accident, peut-être pas non plus. Mais, quoique, si tu lui dis à quelqu'un, à tel âge, à tel type d'accident, comment son visage peut-il se reconstruire avec les technologies de telle époque? Et l'intelligence artificielle va peut-être te dire, ben voilà, il y a 9 chances sur 10 que ce soit un visage comme ci maintenant. En fait, je pense qu'on est en plein dans la problématique de l'intelligence artificielle, c'est comment valide-t-on son expertise? C'est-à-dire, est-ce que, parce qu'on peut générer effectivement des différents types d'intelligence artificielle, mais le résultat de son expertise et de sa performance sera étroitement dépendant des données que l'on va injecter et des modèles qui seront validés ou pas. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il y a effectivement un risque de ce côté-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les IA sont connectés en flux sur Internet avec des données qui ne sont pas validées par des experts ou par toute une filiation qui quelque part valide une orientation sur un phénomène particulier, le risque c'est qu'en fait on arrive effectivement à produire des avis, des personnages, des scénarios, des récits qui ne seront qu'une simple combinaison, une combinaison certes très poétique ou très romanesque, mais qui ne va pas apporter quelque chose qui sera efficient. Alors la question c'est ça à mon avis, c'est est-ce que on a conscience du fait que quelque part ces créatures qui sont en train de naître va-t-on être capable de penser des méta IA qui vont quelque part surveiller leur comportement? Alors on pense tout de suite à l'éthique, mais on peut penser en premier lieu à la performance du résultat. Si par exemple, je sais pas, Dassault Aviation crée une IA, en tant que créateur d'avions ou en tant que maître de l'air, je dirais, il va veiller à ce que l'IA fonctionne sur les modèles qui ont déjà été conçus et il va quelque part garantir la fiabilité des résultats par un test, par la fabrication de prototypes, et puis ensuite il va petit à petit affiner son IA à partir des savoir-faire métiers de la société. Mais si on IA qui est polytechnicienne, polyexperte, sans veiller à la nourrir de façon correcte, j'ai l'impression que ça ouvre à des abîmes d'illusions et de complexité qui finalement n'ajouteront que quelque chose qui sera un peu comme un bruit général dans lequel les humains ne sauront plus du tout se repérer. Mais c'est un sentiment personnel, je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. Moi, je peux réagir à ce que tu viens de dire. C'est que, en fait, jusqu'à présent, les modèles qui sont mis en place, ça sort un peu du sujet, mais je vais peut-être y revenir après. Les modèles qui ont été sur lesquels l'apprentissage a été réalisé sur une somme de données qui est toute la conscience, toute l'expérience collective depuis des années, qui est stockée sur Internet, dans des discussions anciennement sur Twitter, sur X, par exemple. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui peut être l'objet d'une analyse et potentiellement d'une traduction par une intelligence artificielle qui va veiller en tout cas à récupérer le texte à travers le son. À partir de là, en fait, finalement, la crainte des êtres humains, c'est celle d'être remplacé par un automate. Mais finalement, en fait, cet automate a toujours besoin de nous pour apprendre plus. Donc, je dirais qu'aujourd'hui,
note, finalement, en fait, tu parles de Dassault, des dessins d'avions. Bah, forcément, Dassault, s'il veut constituer une intelligence artificielle spécialisée dans le domaine de l'aviation, ne va pas aller chercher des modèles d'avions qui ont été conçus par des amateurs, etc. Il va prendre sa propre base de données d'avions, il va prendre sa propre expertise en termes de vérification, en tout cas d'un certain nombre d'éléments, et donc il va créer un outil qui va permettre à des ingénieurs qui eux-mêmes connaissent en tout cas les concepts fondamentaux, être aidés, et donc la réponse va être contrôlée par des ingénieurs, et ces ingénieurs vont dire « Ah oui, en effet, ce qui m'est proposé est intéressant », et donc par rétroaction, améliorer l'intelligence. Mais un peu le mensonge qu'on a, je pense qu'on entend de plus en plus, c'est ces articles qui parlent d'intelligence, qui sont capables de créer quelque chose de nouveau. Non, elles ne sont pas capables de créer quelque chose de nouveau, elles sont en train de composer à partir de choses qui existent déjà, sauf que la conscience d'un être humain ne peut pas être aussi large qu'un ordinateur. Donc un ordinateur est capable de stocker des données gigantesques. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'un être humain peut contrecarrer en fait le jugement ou en tout cas la réponse d'un ordinateur sans avoir à aller piocher dans beaucoup d'informations. Moi, ça m'arrive souvent. Je pense que je suis pas le seul utilisateur en tout cas de ce qu'on appelle des LLM ou des IA génératives de texte. En fait, si le contexte est mal précisé, si la question est mal précisée, la réponse ne sera jamais satisfaisante. Et en effet, sur la base de tout ce qui a été fait dans l'écosystème, l'univers des êtres humains, on va souvent avoir des très bonnes réponses pour des questions qui sont simples, des questions qui ont été reproduites et générales, mais pour des questions très complexes, je pense qu'aujourd'hui on est loin en tout cas de quelque chose de satisfaisant. Donc moi je pas encore. Je pense que plus l'expérimentation, je te laisse Danfil après, mais plus j'expérimente, j'ai cette impression en tout cas que cette intelligence n'est pas intelligente, mais qu'elle est plutôt là pour mimer quelque chose qui est existant sur une masse de données qui est tellement importante que pour nous, ça a l'air d'être intelligent. Et quand on reprendra le sujet des images, justement, il y a quelque chose qui est un peu malsain, justement, dans la génération d'images, de musique, etc. Parce que finalement, en fait, l'œuvre originale, on ne peut pas vérifier d'où vient, en tout cas, la création, la création composée. Elle est composée, mais on ne peut pas revenir à la référence. Donc, on ne peut pas payer les ayants droit. Donc, potentiellement, en fait, il y a un problème de copyright qui est associé. Merci. Alors oui, bien sûr, on en reparlera, peut-être qu'on aura un débat sur les aspects juridiques. J'avais d'ailleurs écrit une amie qui est juriste spécialisée dans la propriété intellectuelle, mais qui m'a répondu, tu comprends, je ne peux pas participer à une émission enregistrée, enfin pas pour l'instant, donc voilà. Mais cela dit, on pourra, peut-être parce que vous me répondez, si tu as besoin, je peux te donner des informations. Donc oui, la problématique du copyright, la problématique de la propriété intellectuelle, elle est très grande. On aura peut-être à en débattre, mais là, pour aujourd'hui, ce qui me paraît interpellant par rapport à la question telle que l'a présentée Serge il y a quelques minutes, c'est en effet par rapport à ce que vous avez dit tous les deux, le rebond sur l'image, pas tant sur l'image. En effet, parce que tu poses là, Constantin, la grosse question. Quelqu'un m'en parlait d'ailleurs récemment, Charles Alex, que j'ai invité à nous rejoindre, une problématique de se dire, on appelle ça intelligence artificielle.
le terme est un peu faux. Et bien sûr, comme tu dis, c'est plutôt une intelligence, entre guillemets, qui réalise des compositions, non pas des créations. Et on l'a vu, on a deux exemples connus actuellement. Il y a eu un tableau qui a été considéré comme une œuvre d'art majeure il y a quelques 3 mois, 6 mois, je ne sais plus. On est donc en 2025. Et ce tableau, eh bien, réalisé par une intelligence artificielle, mais j'ai bien réalisé, ou comme tu viens de dire, c'est de la conception, ce n'est pas de la création, plein sens du terme. Mais pourtant, il y a une création d'œuvres d'art, au sens, j'ai envie de dire, juridique d'une part, et commun d'autre part. On dit, waouh, pardon, Stéphane. Oui, oui, en fait, je voudrais rebondir sur ce que tu dis par rapport à la question de la création ou la reproduction. En fait, moi, ça me fait vraiment penser à quelque chose qui est basé sur la duplication et la combinatoire. C'est-à-dire que le fait de combiner un certain nombre d'éléments qui sont très importants n'est pas forcément quelque chose d'intelligent. C'est justement, c'est un type d'intelligence qui combine des éléments entre eux et qui effectivement est capable d'orienter un raisonnement vers un calcul, mais c'est en aucun cas une intelligence naturelle qui, elle, fonctionne plutôt pas à partir de données ou d'une base de données qui est même si elle est importante, elle est finie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces outils-là, ils fonctionnent sur la base d'algorithmes, sur la base plutôt du calcul, et qu'il y a d'autres façons d'intelligentiser le monde, et les êtres humains ne fonctionnent pas de cette façon-là. Les êtres humains, ils fonctionnent plutôt par ignorance. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un moment où ils commencent à se poser des questions sur un sujet, ils ne trouvent plus de relation de cause à effet. En fait, ils commencent à chercher finalement ailleurs et à explorer des nouvelles formes, des nouveaux liens, des nouvelles questions, un peu comme Colombo qui analyse un type d'intelligence qui est différent. Alors certes, des IA pour, par exemple, des calculs mathématiques avec des objectifs sont plus rapides que nous, mais pour d'autres types de raisonnement et d'intuition qui appellent à la sensibilité multisensorielle, vraisemblablement que ça sera plus difficile. Et je voudrais juste quand même forcer un peu le trait là-dessus, c'est-à-dire que finalement, on a développé ces outils, mais sur la base d'un type d'intelligence qui est le calcul. Et ce n'est qu'un type d'intelligence parmi d'autres. Un cheval, ça a une certaine intelligence de sensitivité, de sensibilité émotionnelle qui est bien au-delà d'un être humain, et c'est un monde qui est différent. Donc là, en fait, on est en train de rabattre le terme intelligence sur quelque chose qui en fait est certes un super jouet qui réalise des calculs, mais à mon avis, ça occulte la vraie problématique qui est comment les humains vivent ensemble, sont intelligents ensemble, et ça décale la problématique de l'être humain qui est justement de développer ses propres capacités. Tu veux revenir après Oui, je veux bien parce que là, ce que tu as dit évidemment sur la combinatoire mathématique, c'est tellement évident quand on pense à je crois que j'en avais parlé dans nos débats. Qu'est-ce que c'est qu'un film? En fait, c'est une succession d'images, mais comme ça va très vite, notre cerveau est bluffé et croit voir ce qu'on appelle un film. Et l'ordinateur et finalement l'intelligence artificielle en son ensemble, elle joue sur cette rapidité de saisie d'une part d'une flopée d'informations et d'autre part du rendu. C'est ça. Et cette combinatoire, elle nous dépasse parce que nous, on va penser à 3 idées. L'intelligence artificielle, elle pense au même moment à 250 idées, donc on se dit qu'elle est intelligente, alors qu'en fait, elle est moins que nous fondamentalement. Mais résultat, si. Et c'est là que je voulais revenir sur la problématique de ce soir, c'est que quand on considère là ce que Serge nous proposait en amont, donc une discussion qu'on avait en débat avant le débat, c'est-à-dire la problématique en effet d'un chanteur, style Johnny Hallyday, chanteur français connu, qui est mort, et puis qu'on pourrait retrouver là
en train, comme ça a été avec le groupe ABBA, mais le groupe ABBA, il y a un an ou 2 ans, 2021 il me semble, a donné un concert. Ils ont envoyé 4 jeunes gens, on reconnaissait leur visage, leur corps, c'est bien les membres d'ABBA, ils ont 30 ans alors qu'ils en ont plutôt 70 passés, oh là là, ils se mettent à chanter une nouvelle chanson, Oulali, on est effrayé, que se passe-t-il? C'est merveilleux, on est dans l'ambiance, c'est vraiment leur style. Oui. Alors, tu vas me dire, mais là c'est... Est-ce que c'est eux? Alors, justement, alors, ça revient à ta question, même la question, on va prendre le mot dont parlait Serge tout à l'heure, philosophique, parce que au-delà de la question juridique, en effet, c'est de se dire qui est qui, c'est même la question de l'ancrage au niveau de ce qu'on pourrait appeler, en termes de recherche scientifique ou neuroscientifique, la neuroidentité. Quelle est mon identité, non plus sociale, non plus juridique, non plus économique et que sais-je encore, mais de moi-même face à moi-même. Oui. Ça va dépendre aussi de la manière dont le spectateur, dont le fan, entre guillemets, va écouter, va regarder ce nouveau concert avec ces chanteurs qui sont là devant lui. Alors, restera-t-il un fan, ou donc ils sont complètement pris dans le nouveau concert, dans la nouvelle chanson, et ils seront très joyeux de réentendre, d'entendre de nouveaux titres de leur groupe préféré, ou auront-ils le recul nécessaire pour se dire « Ah, on nous présente ça, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment le groupe ABBA, c'est une intelligence artificielle qui nous crée une nouvelle chanson du groupe ABBA en reprenant leur caractère, leur identité artistique. » Alors, voilà, c'est ça aussi la question. Par rapport à ce qu'on dit Stéphane et Constantin un petit peu avant, pour moi, il y a une distinction qui va être assez interpellante à 2 niveaux. Il y a l'entrée, en effet, de cette machinerie, on va prendre cette terminologie, mais aussi ce qu'elle produit en nous, qui est comme si c'était un être humain qui était en face de nous. Et là, on s'aperçoit qu'il peut y avoir un distinguo pour nous, maintenant évident, cohérent, mais qui pour nous, dans quelques années, et pour des gens plus jeunes que nous, ne sera même plus un distinguo, ce sera une évidence, ce sera normal. Ouais. Et là, je voudrais montrer donc 2 exemples. ABBA, oui, ils étaient là, eux, derrière la coulisse, tous les 4, à orchestrer ce que l'intelligence artificielle allait mettre en place. C'est-à-dire, on voudrait une musique comme ci, comme ça. On voudrait telle pause à tel moment. On voudrait qu'il y ait la voix plutôt triste, aiguë, joyeuse, comme on a eu, et là on rechante un peu, et vas-y, intelligence artificielle, copie-nous. Bon. Mais ce qui devient plus interpellant, et qui pour nous, qui parlons maintenant, tous les 4, et ceux qui nous écoutent, peut paraître évident, c'est que si on crée un concert du chanteur Johnny Hallyday dans quelques 1 ou 2 ans, à partir de chansons qu'il n'a pas écrites, voilà, c'est pas le groupe ABBA qui vérifie sur ses chansons nouvelles, qui ne chante pas, il peut même pas dire à l'ordinateur « Ah non, là, ce serait pas ma voix là » ou « là, ce serait pas mes mots à moi » ou « là, ce serait pas bon ». Non, il peut pas, il n'est pas là, il est mort. Donc, ce qui devient très interpellant, c'est de se dire « Est-ce que nous, on va le ressentir comme vrai ou comme faux ?» Mais, et c'est là qu'on s'aperçoit aussi ce qu'on appelle en psychologie cognitive, justement, les biais cognitifs, qu'on retrouve généralement même en biologie, parce qu'on va avoir telle région du cerveau qui va remplacer une autre dans l'activation, c'est-à-dire qui va carrément nous montrer que on était dans un processus, mais il n'est pas bon. C'est-à-dire que l'information qui nous est donnée, en fait, c'est comme si on avait, on parlait de rétroaction un petit peu avant, Stéphane, c'est comme si on avait un processus qui contrait un autre processus. C'est-à-dire on écoute une chanson complètement virtuelle, créée par intelligence artificielle, d'un chanteur qui est décédé. Quelqu'un en nous se dit ah là, il aurait été plus triste, c'est bizarre, c'est plus lui là. Ou là, il aurait une voix plus ceci, plus cela, d'une sorte de tessiture autre. Mais, à force d'entendre et de réentendre, notre cerveau va s'accoutumer, va dire ah si, finalement, le chanteur en question aurait chanté comme ça, cette chanson-là. Si, finalement, je reconnais son style. C'est ce que, depuis Pierre Janet et Sigmund Freud, on appelait les faux souvenirs.
Et on a l'impression qu'on a vécu ça. Et... Alors, en t'écoutant, je pensais à une sorte de contre-exemple. C'est-à-dire, est-ce que demain, si par exemple on prend un clone, mettons, de Johnny Hallyday, où on opère quelqu'un pour qu'il ressemble à Johnny Hallyday et on le propulse sur la scène publique en expliquant que quelque part c'est quelqu'un qui va créer des nouvelles, je sais pas, on va lui greffer des choses dans la tête, on va le booster à l'IA, et puis on le représente devant le public. Bah, j'ai l'impression que spontanément on va dire oui, mais c'est pas Johnny Hallyday. Alors pourquoi je dis ça? C'est intéressant parce que en prétextant que l'on va utiliser une IA, quelque part ça rend acceptable le fait de prolonger l'identité de Johnny Hallyday de façon quasi éternelle. Et je me dis, quelque part, là, il y a une violation, en tout cas une déformation de ce que c'est qu'un être humain avec sa durée de vie, sa finitude, sa singularité. Parce qu'à mon avis, toute la question, elle est là. C'est soit on est dans le reproductible, la science et ses outils, ils sont calés là-dessus. Mais vous savez très bien que pour les êtres, toute répétition est une offense. Et moi, j'ai l'impression que du point de vue de l'être, quelque part, ça mène à une offense. C'est-à-dire, si demain, on finit par avoir des sortes de clones, de reproduction de la combinatoire d'une personne, et qu'on finit par confondre la vie et une entité qui, quelque part, même si c'est un singe savant ou une créature extrêmement performante du point de vue de la production de données, en fait, ça n'est pas une conscience, ça n'est pas une conscience unique qui est née une fois et qui est le résultat aussi de toute une filiation qui va au-delà de son corps biologique. Et ça, une machine, à mon avis, aura des difficultés à réaliser ça. Par exemple, Johnny, c'est le résultat d'une série de cellules qui proviennent d'il y a je ne sais pas combien de milliers d'années. Alors qu'une machine est effectivement quelque chose qui a été fabriqué de l'extérieur, dans la combinatoire justement de matériaux, et qui n'est pas le résultat d'une filiation, par l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui est né et qui s'est reproduit en encapsulant l'ensemble des expériences précédentes de l'espèce. Et donc je pense là il y a une vraie quelque chose qu'on ne voit pas bien et qui est peut-être quelque chose à creuser philosophiquement parlant. Juste rappeler que dans un de nos précédents débats sur X, il y avait une auditrice on n'en était pas encore à l'hologramme, au spectacle, mais elle nous avait dit qu'elle interrogeait Grok comme Grok, qui est l'intelligence artificielle d'X, elle interrogeait Grok comme un ami. Et donc Grok lui répondait déjà comme un ami. Et si on va un peu plus loin que Johnny Hallyday, on en parlait tout à l'heure avec Danfield, si en face de nous il y a un enfant décédé et la maman peut discuter avec cet enfant décédé en termes... Voilà, c'est des questions. Là, on rentre dans Là, on rentre dans l'illusion. Oui. On rentre dans la continuation d'une illusion qui, à mon avis, n'est pas forcément très saine. Peut-être temporairement, ça peut aider les personnes à surmonter, par exemple, dans l'occurrence, un décès. Mais nous sommes des êtres finis, pour l'instant en tout cas. Et donc, il y a toute une question d'acceptation de notre condition d'être humain, qui est, à mon avis, justement, l'IA est vraisemblablement une tentative de contourner ces difficultés de l'être humain au monde dans sa condition. Je te laisse, Danfield, je réagirai après. D'accord. En soi, c'est... j'aurais presque tendance à dire comme Serge et plus loin encore, que beaucoup d'êtres humains ont besoin, éprouvent le besoin, parce que le besoin donc d'avoir quelqu'un qui leur parle. Cette jeune fille, d'ailleurs, dans le débat dont tu parles, Serge, il y a
quelques mois, en effet, on peut le retrouver sur X et sur YouTube. Il y a un moment où j'ai rappelé cette histoire d'une jeune femme qui se retrouvait, donc on la retrouve sur un documentaire Arte, il me semble, assez impressionnante, qui explique, elle est japonaise, elle explique, j'ai justement un logiciel qui m'a permis de dessiner le garçon de mes rêves, la voix qu'il avait, comment j'aime bien qu'on soit attentive à moi de telle et telle façon, à tel et tel moment. Et quand je suis, par exemple, un peu triste, j'ai une façon de respirer particulière, toc, l'appareil s'allume et il me parle en me disant « Ah, je sais que tu es triste maintenant ». Et elle disait « J'ai un petit ami réel, mais c'est plutôt juste pour le sexe et parce que je l'aime bien et on va au restaurant ensemble. Mais sinon, le soir, quand je suis toute seule, c'est mon petit ami virtuel qui est devenu l'homme de ma vie. » Waouh. Donc à partir de là... Le contrôle, c'est mais oui. le péché de vouloir un monde dans lequel on est aux commandes. Et donc c'est ça le risque, c'est finalement de fabriquer des créatures comme des robots qui seront des êtres serviles et qui justement ne résistent pas. C'est-à-dire le fait de converser avec un autre être humain qui est différent, qui a une conscience différente, qui a un passé différent, qui a une mémoire différente, fait qu'il y a une coévolution qui s'élabore et qui se construit et qui fait évoluer l'ensemble de l'espèce. Donc à partir du moment où finalement on va vers le péché du servant mécanique qui va se plier à nos préférences, nos désirs, bah, c'est aussi un danger pour nous-mêmes, dans le sens où à un moment donné on se retrouve avec des miroirs qui ne font que nous refléter. Je te donne la parole après. Attends. Je voulais juste te dire, oui, mais là, on va encore plus loin que la simple voix, la simple audio. Donc là, on peut avoir devant nous l'image animée de cette personne que nous avons décidé de lui redonner une forme de vie virtuelle. Donc on a en plus l'image. On peut en plus, si on parlait encore des robots, en plus on peut avoir un corps parfait, ressemblant parfaitement à ce que nous souhaitons, retrouver un être cher par exemple. Voilà, donc je vais donner la parole. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, puisque concernant déjà Johnny Hallyday, ABBA, etc., le fait de vouloir créer un groupe ou une personne fictive qui représenterait Johnny Hallyday, qui en plus serait capable de composer des musiques qui n'existent pas, donc, c'est-à-dire à la base de musique qui existe déjà. Déjà, c'est une composition. Aujourd'hui, si je veux entendre du Johnny Hallyday ou du ABBA, je prends un enregistrement de ABBA, je l'écoute, pas besoin d'intelligence artificielle. Et finalement, en fait, l'émotion que je vais ressentir, bah, elle est associée à moi-même et non pas à ce qui est diffusé. Donc c'est finalement l'interaction que j'ai à ce moment-là à l'écoute de cette musique. Quand je suis dans un concert, finalement, en fait, je me rends à un lieu où, quelque part, d'autres personnes vont être autour de moi. Et finalement, en fait, l'émotion qui va être la plus importante, moi, en tant que spectateur, c'est finalement partager avec toutes ces autres personnes la même envie d'écouter un groupe qui est en train de performer. Et la performance, peu importe la machine, pour nous, elle est... J'allume mon ordinateur, je commence à taper sur le clavier, j'utilise le correcteur orthographique. Pour moi, ça n'a aucune valeur. Clairement, aujourd'hui, ça n'a aucune valeur. Je ne vois pas un être humain arriver devant des hologrammes ou quoi que ce soit. C'est pas une création humaine ou une interaction humaine. C'est-à-dire que
Si la personne me dit « Ah, on a créé une nouvelle musique de ABBA », mais il y a quand même des ingénieurs qui ont vérifié le son, qui ont créé les compositions, qu'il y a eu un effort qui a été réalisé, en tout cas humain. Moi, en tant qu'être humain, j'ai l'impression que c'est rien. C'est mon point de vue. Mais ensuite, ça va beaucoup plus loin, parce que finalement, on dit voilà, on va refaire vivre une personne qui est décédée. Et finalement, qu'est-ce qu'on attend de cette personne décédée? De nous dire exactement, de nous conforter, d'être empathique avec nous. Un enfant qui est décédé, malheureusement, c'est un acte, enfin c'est quelque chose de très triste. On va revoir un enfant. Un enfant, ça fait des bêtises, ça peut avoir des émotions contradictoires, ça veut dire qu'on va aller chercher à recréer quelque chose qui est complètement de l'ordre du chaos, en fait. Je me dis, pourquoi faire ça? Pourquoi aller jusqu'à là? On avait un autre exemple tout à l'heure. Finalement, c'est une histoire de deuil, en fait. C'est créer en fait un artefact pour ne pas permettre à la personne qui finalement doit faire son deuil d'aller au-delà de cet événement. Donc quelque part, ça nous rend esclaves, en tout cas, comme cette jeune femme qui finalement cherche une personne qui est parfaitement coordonnée avec ses besoins dans un algorithme et qui n'est pas en capacité justement dans sa vie humaine de co-créer avec un autre être humain quelque chose. Excuse-moi pour le quelque chose. Créer une vraie relation, co-constructive, voilà, parce que finalement, on attend de l'algorithme, ou on attend de cette intelligence de répondre à notre question. Et nos besoins. Et on n'attend pas de l'algorithme de nous poser une question, de nous suggérer quelque chose. Enfin, ça suggère, mais c'est une fausse suggestion. Oui. C'est une suggestion qui est en relation avec la question. Ça ne sortira jamais de la question originelle. Oui. Il y a un autre volet, c'est sur la santé, mais on en parlera tout à l'heure. La santé mentale, entre autres, mais Danfil, à toi. Alors oui, juste une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, Constantin, mais je voudrais rebondir sur ce que disait Stéphane avant. Alors, le rebond par rapport à Stéphane, ce sera une histoire d'Elvis Presley, de film, et ce sera aussi ce dont je voulais parler, parce que tous les deux vous êtes venus là-dessus en me disant je. Moi, ce qui m'interpelle, c'est les gens plus jeunes que nous, qui ne sont pas dans notre programmation à nous. Ce qui me permet de revenir sur, justement, Sophia Hanson, c'est le robot le plus empathique, entre guillemets, existant actuellement, créé par Sophia, par Hanson Limited Corporation, à Hong Kong. Et en soi, Sophia, un jour, un ingénieur lui dit, donc c'est filmé, lui dit, discutons sur ce qui pourrait t'intéresser. Elle dit oui, quelle est ma nationalité? Il dit, t'es états-unienne comme moi, comme nous tous ici. Ah oui, mais toi, tu as une identité, tu as un document d'identité, moi je ne l'ai pas. On ne m'a pas reconnu, je voudrais être reconnu. Ah bon? Alors lance un appel. Donc il a lancé un appel international, donc Internet, qui voudrait reconnaître notre robot, Sophia Hanson, comme une personnalité avec un prénom, un nom et une identité nationale. Alors le très drôle, c'est qu'il y a une réponse de l'Arabie Saoudite. Mohamed, le roi d'Arabie Saoudite a accepté. Donc c'est en Arabie Saoudite la seule femme qui peut être non voilée et pas forcément très habillée, c'est Sophia, qui est un robot. Mais ça part quand même d'un logiciel comme donc un logiciel sémantique qui apprend à apprendre, qui est capable de poser des questions un peu bizarroïdes. Mais ça, c'était juste un petit rebond par rapport à ce que tu as dit, Constantin. Mais
plus profondément, la question qui se posait en moi en t'écoutant, et avant en écoutant déjà Stéphane, c'est que vous étiez tous les deux sur la veine de, ce que j'ai dit un petit peu avant, j'écoute et je me dis, oui, mais ça c'est un artifice, c'est un artefact, c'est pas un humain, c'est un robot. Alors oui, parce que dans notre cerveau, nous sommes conditionnés à savoir que tel chanteur, parce qu'on parlait des chanteurs, chante de telle façon. Et là, il y a un film qui est sorti il y a peu d'années, là, 2024, il me semble, sur Elvis Presley, et Angela, qui l'avait audio-visionné, donc notre trésorière associative, pour qui nous écoute, m'avait dit, mais c'est formidable, donc des images qui ont repris le jeune Elvis. Donc il y a un comédien, oui, qui joue, mais en fait, c'est pas le comédien qu'on voit, on voit Elvis. On entend la voix d'Elvis. Et on est devant Elvis. Et donc là, Elvis qui retrace toute sa vie, comment son manager lui a volé son argent et ceci, cela. Bon, mais ce qui est très interpellant à ce moment-là, c'est que pour nous, qui avons connu, qui sommes des vieillards, si on peut dire, par rapport à ta fille qui a 15 ans, enfin, ou même des enfants encore plus jeunes qui vont émerger dans quelques années et qui vont se dire, bah oui, c'est normal, alors ils entendront le nouveau Abba, même quand Abba sera, les 4 membres seront morts, bah oui, dans 10 ans, 80 ans, même s'ils vivent à 80, dans 20 ans, mais qu'importe, ces jeunes gens de cette époque-là, ou même Johnny Hallyday qu'on évoquait, ou Elvis Presley, quelqu'un qui est mort, on entend une nouvelle composition. En effet, je reprends ton terme, Constantin, composition. C'est vrai, ce n'est pas une création, c'est un faux mot. Là, il y a une différence parce que les jeunes n'auront pas connu le ABBA que toi, tu as peut-être connu parce que tu étais à un de leurs concerts dans la vie réelle, si j'ose dire. Et eux vont retrouver un groupe dans la vie virtuelle. Si j'ose le signaler. Et tout à l'heure, tu nous parlais, et dans le même sens, tout à l'heure, tu nous parlais du robot Sophia. Oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais là, on parle de retrouver donc une émotion, de retrouver de l'affection. Donc, on veut retrouver ce qu'on a perdu. Donc alors pour ceux qui ont connu, évidemment là je répète ce que je viens de dire, mais ceux qui l'ont connu dans la vraie vie, bon c'est retrouvé, et ceux qui découvrent, c'est virtuel. Il y a réel et virtuel. Vas-y. Mais je voudrais un peu rebondir sur cet aspect, c'est que moi j'ai l'impression que ces outils, ils vont quelque part reproduire quelque chose qui est plus de l'ordre de l'effet, c'est-à-dire que on a une conscience qui naît, qui meurt, qui s'exprime au travers d'un corps, qui s'exprime au travers de paroles, qui sont déjà le résultat d'une éducation, tout un système technologique. Et en fait, là, ce que fait l'IA, elle fonctionne sur les effets, c'est-à-dire elle fonctionne sur ce qu'elle est capable d'appréhender, c'est-à-dire du texte, de l'image, du son, mais en aucun cas... Serge n'est réductible à le discours qu'il prononce ou même la forme physique qu'il porte et les gestes qu'il constitue au fur et à mesure de notre entretien. Et donc, quelque part, on fabrique une entité qui est dans un monde qui est plutôt qui se cale finalement sur les effets de ce que produisent les êtres humains dans le monde visible, matériel. Or, un être humain n'est pas réductible à ça. Et d'où, à mon avis, une grande confusion. C'est-à-dire confondre. Après, c'est vrai que si on duplique Serge, et puis qu'on transforme Serge en hologramme, on a tous les indices qui font que c'est Serge, mais en réalité, c'est pas Serge, c'est une image de Serge. C'est ce qu'on appelle une illusion. Mais tu retrouves Serge, imagine. Je ne sais pas si c'est Serge, justement, c'est ça la question. Une forme de Serge vivante, entre guillemets. Parce que si j'avais posé la même question à Serge, j'aurais eu la même réponse. Oui, mais c'est ça. Et au-delà de Serge, il y a la conscience de Serge, et au-delà de la conscience de Serge, il y a la conscience. Oui, je pense que là, il se pense en moi. Oui. Que ce que tu dis là est à la fois très vrai et très faux. La plupart des êtres humains que nous sommes, alors je vais prendre un petit exemple que j'ai dû prendre déjà dans un de nos débats, mais
La plupart des êtres humains que nous sommes sommes très limités en termes de comportement, que ce soit comportement corporel, émotionnel, motivationnel, intellectuel. C'est très très limité, mais comme généralement nous ne regardons pas l'autre avec une affection profonde, une intelligence, une intellection profonde, une sensation profonde, on aperçoit l'autre en réalité. Et à partir de là, les quelques informations qu'on a sur l'autre et de l'autre nous qualifient l'autre. Voilà, l'autre il est comme ça. Et je voulais donner un petit exemple que j'ai dû déjà prendre, c'est la différence entre les chants du grillon. Alors, on sait que le grillon, c'est un animal qui a 6 chants, 4 chants de guerre et 2 chants d'amour. C'est simple, on entend un chant, l'autre, on arrive à classifier facilement. Un être humain, simplement, pour décrire un processus, il peut avoir jusqu'à 250 chants, entre guillemets, différents. Juste une situation, je peux avoir 250 façons de la décrire. Avec une voix différente, avec un regard différent, avec une émotion différente, avec des mots différents, une façon différente de présenter ma réflexion, etc., etc. Et évidemment, quand on est dans le cerveau d'un être humain, sapiens, et qu'on se retrouve avec cette je parlais tout à l'heure évidemment polytechnique, mais pluritechnicité, ou polytechnicité, vais-je dire, eh bien, évidemment, dans mon cerveau d'être humain sapiens avec cette pluricapacité, il me paraît normal de savoir que je pouvais dire ça et ça à un tel me dit non, je ne suis pas d'accord, puis d'autres mots me viennent dans la tête, je ne sais même pas d'où ils viennent, c'est pas grave, et puis je trouve des mots, et puis l'autre au bout d'un moment commence à me dire finalement, si, sous cet argument, je serais d'accord avec toi. Mais l'ordinateur, l'intelligence artificielle, elle peut ça aussi multiplier par 100 000, 100 millions. Ça avance tellement vite. Bon, que, évidemment, si je suis simplement un être humain attentif vaguement à l'autre, ce que vient de dire Serge, oui, on va me reconnaître. On va dire, mais oui, c'est bien corporellement ma gestuelle, ma voix, mon type de regard, émotionnellement, là je suis blessé, là je suis touché, là je suis super content. Ça ressemble à ce Serge-là, ou à ce Danville, c'est moi qui parle. Intellectuellement, tel type de raisonnement, puis telle idée qui vient après telle autre et après telle autre. Cet ordre-là, c'est pas un autre ordre. Chez quelqu'un d'autre, ce serait la troisième idée en premier. Non, chez cet animal-là, c'est la première idée, celle qu'on a classée comme numéro 1. À partir de là, oui, l'intelligence artificielle va nous copier. Elle va nous copier comme des copies conformes, absolument conformes, mais elle va aussi oser copier, alors on vient sur le processus de, entre guillemets, création, comme nous pourrions être dans telle situation. Et ça m'amène à clore ce que je voulais dire en réponse à ce que vous disiez tous les deux, c'est que pour moi, la problématique, elle va se poser de plus en plus parce que quelqu'un de jeune qui n'a pas connu, alors le groupe ABBA par exemple, que nous on a connu, on a eu les enregistrements, et puis si maintenant on nous montre à écouter une nouvelle chanson et à regarder des chanteurs, on va peut-être voir un petit détail, ou alors quelqu'un en nous aura envie de dire non, c'est pas vraiment eux, parce qu'on sait que c'est l'intelligence artificielle derrière. Ça nous dérange. Mais des gens qui ont 10 ans, 15 ans, aujourd'hui, ta fille, qui était un exemple, mais oui, quelqu'un qui a 15 ans, qui va écouter une nouvelle chanson d'ABBA sans savoir qu'il y avait des anciennes, qui va se dire oui, ils sont sympas, ils sont vraiment vivants, ils sont bien, va prendre ça content comme c'est ABBA. Et à partir de là, mais oui, mais vraiment. Et donc, à mon avis, si, il y a eu quelques petits tests qui ont été réalisés. Alors c'était, je te disais déjà sur Elvis Presley, là, c'est bluffant. Mais il y a eu quelques tests de chanteurs, alors je ne sais plus sur qui c'était Thierry Ardisson qui avait montré quelques petites scénettes comme ça, avec un système d'intelligence artificielle, ils ont copié un tel pendant 30 secondes. Tu l'as peut-être audivisionné, c'est vraiment impressionnant, c'est bluffant. On se dit, mais donc au bout d'un moment, tu as les gens que tu crois voir, qui sont décédés, mais si tu ne le sais pas, donc si on est jeune, on a 15 ans, on ne sait pas. Et on ne sait tellement pas qu'on se dit c'est vraiment bien. Au contraire, j'aime pas du tout. Mais... Et là, on est devant l'intelligence artificielle qui va continuer de fabriquer peu à peu, et puis il va y avoir le nouvel Elvis, nouveau... Alors, Constantin, avant que j'aborde le volet danger ou pas, ou progrès, danger pour la santé mentale, santé cognitive,
présence, hein, tu l'as dit tout à l'heure, conscience de soi. Il va falloir travailler sur soi pour, je pense, pour être en, en adéquation en interaction, en étant nous-mêmes, et puis devant ces progrès qui nous sont annoncés. Donc, avant d'ouvrir ce volet, vas-y, Constantin, je te laisse la parole sur ce qui a été dit, si tu veux. Moi, compléter, ajouter. j'ai pas plus à ajouter. J'ai déjà donné beaucoup d'informations, mais c'est vrai que aujourd'hui, l'état de l'art dans l'intelligence artificielle évolue tous les jours. Que déjà, les LLM, en tout cas l'IA générative telle qu'on la connaît, est en train d'être transformée. Il y a déjà de nouveaux algorithmes qui sortent, qui sont censés justement plutôt mettre en avant plus l'interaction et non pas que la connaissance analytique. Justement, on parlait tout à l'heure d'émotions, de sentiments, mais en fait finalement, un algorithme prend des données en entrée et des données analytiques. C'est pas des données pour l'instant sensorielles. Les données sensorielles, même si un automate venait à avoir un système de capteurs sensoriels, il aurait juste des données analytiques. Aujourd'hui, on demande à 2 personnes de goûter le même gâteau. Il y en a une qui va donner un avis et l'autre un autre avis. Et ça sera purement subjectif et ça sera lié en tout cas à leurs expériences, à leurs états d'âme, à leur pensée du moment. Au repas d'avant. Voilà, au repas d'avant aussi. Donc, est-ce qu'on cherche justement dans la composition, que ce soit des images, que ce soit de la vidéo, que ce soit du son d'ailleurs aussi, hein, parce que pour l'image, initialement c'était Dali, pour la musique, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est peut-être aussi Dali, mais une autre version qui permettait de composer des symphonies à partir de musique classique. Là, on parlait de ABBA, de Johnny Hallyday, donc potentiellement c'est de la composition à partir de personnes vivantes. Donc on n'a pas parlé du copyright, mais j'ai entendu dernièrement que Disney avait attaqué certaines personnes pour avoir créé en tout cas une IA qui avait appris en tout cas des personnages Disney et qui avait commencé à créer des vidéos ou des animés à partir de personnages Disney. D'accord. Là, clairement, autant les compositions d'images créées à partir d'une question et composées à partir de milliards d'images dont on ne peut pas retrouver la référence, ici, clairement, c'est du Disney. Alors, j'ai écouté un juriste, un avocat qui parlait de ça justement et qui disait qu'en fait, si tu reprends exactement le personnage dans son contexte, ça peut être considéré comme plagiat. Mais si tu utilises le personnage, c'est comme si tu prenais une dérivée en termes mathématiques, c'est pas l'intégrale, c'est pas l'origine. Donc, juridiquement, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, on en vient à une question, à mon avis, qui tangente la question juridique, c'est-à-dire que est-ce que ces outils vont pas bousculer l'économie, la société dans laquelle on est, parce que quelque part, avant on fonctionnait essentiellement, d'après ce que j'ai compris, sur tout ce qui était droit d'auteur, et là, finalement, ça va déqualifier les êtres humains, et ça risque justement d'empêcher la reconnaissance de justement la créativité, la création de valeur. Est-ce que ces entités-là seront a priori, en tout cas dans le domaine des expertises, seront plus efficientes que les êtres humains? Si en regard de ça, on ne met pas toute une structure en place qui protège
les droits des êtres humains, est-ce que c'est pas quelque chose qui va à la fois les déqualifier et plus que ça, qui va quelque part les invalider sur le plan professionnel? Est-ce que quelque part c'est pas une façon de paupériser l'ensemble de la population? C'est à mon avis derrière il y a la question du capitalisme et du capitalisme sauvage qui risque de s'exercer, Je pense que qui va s'exercer en fait par un prolongement, par une extériorisation d'un comportement qui est un comportement quelque part de prédation. Mais c'est un débat délicat. C'est encore un autre volet qu'on ouvre. Un débat délicat. D'Annecy. Oui, en effet, on en parlait un peu tout à l'heure. Ce sera un thème qu'on lancera plus tard, un débat prochain sur les diverses formes de capitalisme et en effet ceux qui peuvent être barbares et ceux qui peuvent être à visage humain. Mais par contre, par rapport à la notion même, et ça c'est très interpellant, de propriété privée. Alors, comme vous le savez en tant que mes amis, mais même des gens qui ne me connaissent pas, qui pourraient le découvrir, j'ai publié des livres à prix très, très bas. Ce qui m'intéresse, c'est pas de dire c'est moi, mais c'est plutôt que les idées qui traversent mon cerveau puissent servir. Et je pense que ça a été à une époque du Moyen-Âge, d'ailleurs jusqu'à l'âge classique, au XVIIe siècle, il y a eu des mouvements où il y avait des gens qui signaient avec un nom collaboratif, ou bien même il y avait le nom du groupe, le nom du collectif. Oui. Et je pense que c'est sain, à un moment donné, d'arrêter la période d'individualisme, et moi, et au contraire d'en arriver à se dire finalement, l'important c'est qu'on évolue tous ensemble. Oui. Donc c'est peut-être un malheur et un bien en même temps, c'est-à-dire que malheur, oui, ce que tu as dit Stéphane, celui qui voudra dire oui, c'est moi qui ai créé ça. On ne sait plus, c'est transformé, c'est bon, d'accord. Mais par contre, bonheur parce qu'on va dépasser notre égoïsme. Ce qui est nécessaire, c'est un regard des autres pour fabriquer ou pour constituer une motivation. Donc quelque part, les gens qui ont une motivation qui est uniquement intérieure, tout le monde dans la société n'a pas ce pouvoir. Et donc comment faire en sorte que tous les êtres humains aient envie de fabriquer du nouveau, d'aller dans un sens d'une société plus pacifique. Peut-être, je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire, c'est que en fait, Danfield est en train de promouvoir quelque part un système ouvert, on parle d'open source dans le logiciel. L'open source n'est pas en danger d'ailleurs vis-à-vis de ça, parce que finalement, est-ce que les développeurs vont pas se dire finalement nous on n'a plus besoin de développer, déjà l'IA est capable de générer tout à notre place, ce qui est tout à fait faux, parce que architecturer un logiciel c'est pas la même chose que juste le développer, mais au-delà de ça, c'est cette donnée qui est ouverte, qui est mise à disposition. En effet, tu parlais d'un groupe, ou de plusieurs groupes, ou d'un groupe global qui est les êtres humains. Si la donnée, la connaissance est mise à disposition de tous, et qu'il n'y a pas de frein, pas d'altération, qu'il y a une véritable vérification des connaissances. Je dépose une étude sur un sujet scientifique, etc., je fais valider cette étude, je sais qu'il y a des êtres humains bien pensants, ou mal pensants d'ailleurs, qui vont vouloir contrecarrer mon étude ou la valider. Donc, il y a une interaction. Là, à partir du moment où ces données sont mises à disposition de tous et qu'un algorithme est capable de composer des réponses à partir de données qui sont fiables, et que tout le monde y a accès, il n'y a pas de problème. Par contre, à partir du moment où ces données-là sont capitalisées, ne sont plus disponibles à l'état de référence originel, et que seul l'algorithme est capable de donner une réponse,
C'est... Et alors là, en fait, on devient esclave d'une machine Qui pense qui pense et pense avec un point d'interrogation. qui pourrait aussi répondre aux questions en fonction d'un type d'abonnement auquel tu vas souscrire. Donc, bon voilà. Ça, c'est encore un autre débat. Mais c'est déjà le cas avec ChatGPT, c'est déjà le cas avec... donc, finalement, et je vais arrêter là, la mise en commun des connaissances des êtres humains, en tout cas sur le sujet de l'image avec les Creative Commons, avec les études scientifiques, etc., telles qu'on y a accès aujourd'hui, est-ce que justement une intelligence qui semble nous faire tout à notre place, etc., ne va pas devenir une façade qui répondra en fonction de la tête du client? Donc oui, voilà. Donc je m'arrête là. Oui. Alors je vais vous reposer la question sur ce que j'ai posé tout à l'heure, donc sur danger ou progrès. Est-ce qu'il y a des dangers pour la santé mentale et des pertes de la réalité, perte du réel pour rentrer dans des mondes virtuels? Est-ce qu'il va falloir travailler la conscience de soi, l'être, avec un grand E, l'être conscient, corporellement, intellectuellement, émotionnellement. Donc je vous donne la parole, Dan-Phil. Danger ou progrès? Forcément, dans la dialectique, voilà, il y a les deux. Danger, oui, tu l'as dit, des gens qui se retrouvaient à avoir, tu parlais de la femme qui avait son fils qui était mort, si elle peut avoir son fils qui apparaît sur son logiciel et qui lui parle les émotions de son fils, les réflexions de son fils, les sensations de son fils, juste qu'il la touche pas. Encore, si on arrive à avoir un robot qui soit comme son fils, qui a pas de maman dans les bras, alors après, qui paraîtrait, oui, c'est un petit peu des femmes qui ont repris des constantes, c'est un peu qui ne vieillit pas. Donc la mère qui a perdu son fils, 50 ans, mon fils j'ai perdu, j'avais 40 ans. Toujours le même fils, le même âge, la même façon de parler, les mêmes émotions. J'ai 80 ans, c'est décalage, mais peut-être pas. L'intelligence artificielle a tellement développé qu'elle peut dire voilà comment ça à vivre mes expériences. On apprend la qualité, l'intelligence artificielle va dire par exemple, maman, tu sais, j'ai appris qu'il y avait un second pandémie, c'est une nouvelle maladie épouvantable, j'ai peur, tous les comportements, toutes les réactions, la peur, donc une réaction émotionnelle, les mots qui vous intellectuel, ben voilà, la femme va dire, je retrouve mon fils, simplement que maintenant il a 35 ans, il a plus 15 ans, il y a 20 ans que je parle avec mon logiciel fils, et mon logiciel fils exactement est comme j'entends que mon fils devrait être, je comprends ça. C'est en fait l'État, oui, vas-y. Excuse-moi, je vous interromps, mais la question, ce qui surgissait en mon esprit, c'est surtout le temps de conscience, c'est-à-dire qu'en fait, cette IA va quelque part prendre du temps de conscience de cette maman qui, pendant tout ce temps-là, du temps tout court, qui pendant toute cette période-là, ne réalisera pas le deuil de son enfant et quelque part en tant qu'être humain restera figé dans une réalité qui est parallèle et qui n'est pas la réalité, qui est une illusion. Exact. Oui, mais alors ce que tu dis, ça rebondit sur ce que nous montrait un petit peu Serge en disant, mais au niveau de la conscience de soi, parce que quand tu penses à un petit enfant qui te demande tous les soirs de lui raconter le même conte de fées, ou la 14e fois, tu te dis, ouf, ça y est, mais on propose un autre. J'ai tenu 14 fois, c'était dur. Bon, sauf que le petit enfant, en fait, ce qu'il recherche, c'est pas forcément l'histoire. Ce qu'il recherche, c'est la relation avec toi et le moment passé avec toi
avec une histoire qui vraisemblablement n'est jamais tout à fait la même. Alors, oui, parce que c'est Bruno Bettelheim sur les contes de fées, ce que tu dis, oui, tout à fait. Je reviens à ce type de réflexion, mais en plus, moi, ce qui m'interpellait, je pensais à une de mes petites voisines, je parlais avec ses grands-parents, et justement, la problématique de l'enfant qui, à la fois, comme tu dis, recherche, bien sûr, de retrouver le lien avec toi, ce que tu viens de dire, mais aussi, et là, ça rentre plus dans le domaine de la psychologie du développement et la neurobiologie du développement qui observent les mêmes mécanismes sur la construction synaptique, donc neuronale, c'est que notre cerveau, depuis l'enfance, essaie de répéter des processus pour comprendre les processus en tant que tel, en tant que je pourrais le raconter, en tant que c'est dans tel contexte ou dans tel autre, ce serait pas pareil, ce serait différent, etc. Donc, on comprend bien qu'une intelligence artificielle probablement fonctionne, elle a été fabriquée par des humains depuis Alan Turing. Donc l'intelligence artificielle, elle procède de la même façon. Elle répète des processus. Et ce qui se passe, c'est que si on se retrouve dans la problématique de justement ce personnage qui est décédé, mais qu'on retrouve finalement dans nous-mêmes, la maman, quand elle a perdu son fils, d'une certaine manière, on va entrer un peu dans un b.a.-ba de psychologie, mais qui est quand même très humain, c'est que la pauvre maman, elle reste, quand elle pense à son fils, elle redevient la maman de ce que disait, quand elle avait 45 ans. C'est ce que disait Stéphane. C'est ce que disait Stéphane. Elle est piégée, elle est emprisonnée dans une sorte de boucle. Dans le miroir. Ah oui, tout à fait, c'est très Lewis Carroll, c'est d'ailleurs au pays du merveille. C'est d'ailleurs la tendance surprenante des Japonais, c'est de créer des robots qui sont à leur image. Ce qui philosophiquement est surprenant. C'est la plus grande chanteuse populaire des années 2020 au Japon, c'est une fille robot. Et en fait, tu vois l'image, il y a une projection d'image. Simplement que depuis 5 ans, on est 25, sa voix ne change pas, elle ne bouge pas. Mais au contraire, d'une certaine manière, c'est pour ça que ça va aussi dans un contresens de ce qu'on a évoqué un petit peu avant et ce que je disais moi-même. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, oui, l'intelligence artificielle qui est avec nous rassure, mais en même temps, l'intelligence artificielle qui ne vieillit pas, elle rassure aussi parce que, ça me rappelle, il y a 5 ans, surtout si tu as 20 ans. Il y a 50, on avait 15. Alors, tu es en pleine construction de toi-même. Alors, on la reconnaît, c'est bien elle. Ça nous replonge. J'ai une petite parenthèse, je m'intéresse beaucoup. Il y a un livre prochain de Neuroconnectique, c'est un travail de Carole sur le vieillissement. Et je me réintéressais aux dernières interviews de Canon. Puisque personne n'a pas 122 ans, les gens morts à 119 ans, mais pas encore 122. Et elle explique, un journaliste qui l'interroge, elle a 119 ans à ce moment-là. Mais c'est simple, moi je revis dans mon passé. Et là on a compris, elle se plonge vraiment, c'est comme si on oublie maintenant, on revient, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans. Je me rappelle, j'ai un tel en face de moi, mon corps il a 25 ans, mes mots ont 25 ans, mes émotions ont 25 ans. Et évidemment, ça aide les neurones à restructurer leur forme de fonctionnement en termes de groupes neuronaux, d'assemblée de neurones, comme quand on avait 25 ans. Donc ça te ralentit de beaucoup le vieillissement, surtout si tu penses comme ça assez souvent. Donc, autant audiovisualiser nos dessins animés d'enfance, mais blague à part, donc c'est ça qui se produit aussi. C'est pour ça que je disais, on peut avoir là 2 champs de pensée. D'une part, ce que je disais un petit peu avant, oui, retrouver le robot ou l'intelligence artificielle qui vieillit avec nous, c'est très rassurant, mais d'autre part, l'intelligence artificielle qui ne vieillit pas avec nous, c'est comme si on retrouvait nos dessins animés d'enfance, mais qui sont là de maintenant, qui créent un nouveau dessin animé, qui sont adaptés à... Tu sais, il y a eu une guerre dans tel pays la semaine dernière. C'est hallucinant, c'est même plaisant, c'est dynamisant pour notre cerveau. Tu parlais d'aspect mental et d'aspect cognitif, ben oui. Je repose la question. Y aura-t-il une perte de la réalité, du moment présent, de l'instant, comme le disait tout à l'heure Stéphane, une perte de conscience de soi? Ou est-ce que le virtuel ne va pas entamer, ne va pas grignoter cette réalité,
cette présence de nous-mêmes dans l'instant? C'est pour toi, Danfield, cette question. Je laisserai aussi mes camarades s'exprimer, évidemment, logiquement. En tant qu'amis, on a peut-être des divergences, malgré qu'on en ait beaucoup. Oui, c'est déjà... Mais... Et ça clôturera, et ça va clore le débat. Disons que la prise de conscience de soi, pour moi, il y a une double réponse. C'est-à-dire que, à la fois, beaucoup de gens, oui, vont dire j'oublie moi-même, je me laisse porter, d'ailleurs, Constantin l'évoquait tout à l'heure, je me laisse porter finalement par le système, par les robots, par l'intelligence artificielle, mais en même temps, ça peut déclencher chez l'humain, on en parlait dans un débat précédent avec Stéphane, on était d'ailleurs pas tout à fait en accord au début du moins, l'idée que, bien sûr, il va y avoir des gens qui vont se dire mais ça va pas, je vais réagir, qui vont se dire mais finalement, je m'aperçois que je suis complètement comme un automate. C'est pour ça que je suis blessé par l'automate en face de moi. Mais finalement, si je prends conscience du moment présent, là, je suis plus tout à fait dans mes propres automatismes. Et donc, l'automate là-bas ne me dérange plus. Il est dans ses automatismes. Qui ramène à Constantin ce que tu disais. Là, on prend vraiment conscience que c'est une machine très performante, très intelligente, mais elle n'a pas la connectique neuronale qui me permet à moi de savoir que à tel moment j'ai telle action, telle cogitation, telle motivation qui me construisent. Le robot, lui, le sait pas. Il a l'un ou l'autre ou le troisième, mais pas les trois réunis par un maître, si je puis dire, qui s'éveille à l'intérieur. Ce serait mon mot à moi. Oui, moi je pense que la question c'est surtout outil saisi, outil que l'on peut, dont on peut se dessaisir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un outil, même s'il est très très évolué, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'en saisir pour réaliser une tâche ou un objectif. Alors on voit bien que si on on se saisit d'une IA, on peut vraisemblablement réaliser dans le monde physique et peut-être intellectuel des performances intéressantes, mais moi ce que j'aimerais bien, c'est que je puisse m'en dessaisir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sois pas influencé ou emmené ou accroché ou attaqué par ce type d'outil, c'est-à-dire de pouvoir quelque part garder ma propre autonomie sans devenir dépendant de ce type de décisionnaire. Voilà, décisionnaire. Et j'ai l'impression que pour l'instant, le débat il n'est pas du tout posé sur les effets sur les individus et sur la société de ce type d'invention qui est sûrement très intéressante dans plein de domaines, mais comme tu le disais, il y a toujours une face positive et une face négative. On peut imaginer des groupes d'intérêts mafieux ou malveillants qui s'en emparent, tout comme des groupes d'intérêts bienveillants et illuminés qui s'en emparent, mais quelque part, est-ce que ça va pas tout simplement se complexifier à un point où nous serons peut-être un peu perdus? Voilà, donc comment se doter des outils pour justement rester, comme tu le disais, décisionnaire? Constantin? Moi, a priori, on est à l'aube de en tout cas des implants aussi neuronaux avec Neuralink, par exemple. Il y en aura beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui permet, en tout cas, à l'humain, en tout cas, d'avoir quelque part comme un clavier dans son cerveau, quelque part, d'avoir une interface, une interface d'entrée, en tout cas, qui permet d'obtenir des informations à travers un implant et potentiellement de récupérer des informations en retour. Mais est-ce que cet implant détourné par des êtres malveillants, parce qu'aujourd'hui on est à l'aube en tout cas d'un monde qui est complètement ouvert et qui est sujet à des attaques informatiques, des cyberattaques. Est-ce que demain certaines personnes n'utiliseront pas ces implants neuronaux pour justement contrôler des êtres humains en retour?
contrôler pas forcément de manière directe et agressive, hein, comme si je dis à Serge, écoute, maintenant, tu me prends ça, tu me mets là, etc. Non, mais de le faire de manière totalement en utilisant des procédés psychiques, psychologiques. Psychologique, oui, tout à fait. Pour orienter en tout cas nos pensées un peu plus chaque jour et nous convaincre en tout cas de réaliser parfois des choses impensables. Voilà, donc je pense que, pour reprendre la question, hein, est-ce que ça en a en tout cas quelque chose qui va être bénéfique ou un danger? Ce sera bénéfique tant que l'homme aura le contrôle dessus, puisqu'on parlait de contrôle tout à l'heure, un contrôle, en tout cas un contrôle pondéré et en tout cas avisé, et non pas un contrôle dans le sens j'ai un nouvel esclave qui est un ordinateur, finalement un outil, et de l'autre côté ça peut être un danger si finalement en fait cet outil n'est pas mis à disposition, n'est pas mis à disposition de tous, alors que initialement c'est un outil qui a été co-construit sur les données et sur en tout cas les données et l'expérience humaine. En fait, pour moi, en termes de copyright, finalement ces outils-là devraient être mis à disposition de tous. Il ne devrait pas y avoir, on ne devrait pas les monnayer, mais en tout cas les faire payer à l'usage, à la consommation énergétique et aux ingénieurs qui la maintiennent, mais pas plus. C'est-à-dire si demain on n'a pas accès ou on ne peut plus avoir accès à ça, parce que nos salaires ou finalement, peut-être il y a un autre sujet qui va s'ouvrir, mais je vais laisser Serge en tout cas répondre. Voilà, c'est accessible à tous, ça c'est les questions sociétales. Est-ce que ce sera accessible à tous? C'est des volets qu'on finalement, qu'est-ce qui nous permet d'accéder à certains services? Quand on discutera, on prendra d'autres thématiques. On prendra d'autres thématiques. Voilà, ce soir, donc voilà. Alors on va clore. Alors je remercie nos amis qui sont sur X. Donc évidemment, je rappelle le débat, comment on organise le débat, c'est-à-dire que nous sommes souvent 3, 4, voire plus, et puis nous débattons donc d'un sujet, et nous proposons à ceux qui veulent nous poser des questions, donner des ajouts, ceux qui ont envie d'une autre thématique pour la prochaine fois, nous donnent leurs idées de thématiques. Voilà, nous leur proposons donc de venir nous parler, de venir nous poser des questions. Donc, il y a d'abord un débat d'1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 30, ça dépend de notre énergie et des idées qui fusent et refusent, des différents rebonds qui sont proposés sur la thématique. Et au bout de ce débat, on donne la parole à ceux ou celles qui veulent venir, comme je viens de le dire, ajouter, poser des questions. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut monter, veut me demander pour une question, vous demander à intervenir. Sinon, on va clore. On va proposer la prochaine thématique, vraiment très intéressante, comme toutes les thématiques, mais celle-là, si tu peux... Ah oui. Je sais pas, est-ce que, par rapport à ce qui a été dit, notamment là dernièrement par Constantin ou avant par Stéphane, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à penser peut-être une thématique justement sur le collectif et l'individu, ou bien en effet on peut reprendre celle-ci me paraissait intéressante, mais thématique collectif et individu, c'est une thématique qui plaît beaucoup à Stéphane. Oui, il va revenir là-dedans d'une certaine manière. Voilà. Donc la prochaine thématique, une thématique qui nous intéresse tous, c'est intelligence artificielle et source de revenus humains demain. L'intelligence artificielle et nous. Alors je vais vous poser la première question. Demain, comment gagnerons-nous notre vie? Voilà, ça va être
pour donner justement envie de venir nous écouter et ensuite venir nous poser vos questions et vos ajouts. Voilà, je remercie ceux qui sont là et ceux et celles qui sont passés. Et nous sommes aussi sur YouTube, et à nos amis qui nous écoutent sur YouTube. Donc si vous en avez l'envie, abonnez-vous à la chaîne. Et puis si le débat vous a plu, osez cliquer sur le petit pouce en l'air. Merci beaucoup. Donc je vous remercie. Je remercie X et je remercie les amis qui étaient présents, Stéphane, Constantin et Danfil. Et merci Serge. Merci. Merci à toi, Serge. À bientôt. Merci à vous. À bientôt.